On les voit un peu partout, hein, ces immenses silhouettes qui tournent lentement au gré du vent. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Eh bien, la science qui se cache là-dedans est absolument fascinante, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Parce que oui, ce sont parmi les plus grandes machines jamais construites par l'homme. Mais la vraie magie, elle est invisible. Alors la question c'est, comment est-ce qu'une simple brise, un souffle de vent, peut se transformer en assez d'électricité pour alimenter des millions de foyers? Bon, avant de plonger dans la technique, il faut prendre un peu de recul. Pour comprendre l'éolienne d'aujourd'hui, il faut voir d'où on vient. On va commencer par regarder l'essor absolument incroyable de cette technologie. Ce n'est pas juste une évolution, c'est une véritable révolution. Alors, regardez ce graphique. Ce qui est dingue, ce n'est pas juste la croissance, c'est l'accélération. C'est exponentiel. Tenez, juste entre 1998 et 2005, en à peine 7 ans, la capacité mondiale a été multipliée par presque 6. On passe de 10 000 à quasi 59 000 mégawatts. Ça veut dire une croissance de 30% par an, chaque année. C'est juste colossal. Et cette course à la puissance, elle se voit physiquement. C'est une course au gigantisme. Regardez la taille des pales. On est passé de 15 mètres dans les années 80 à 160 mètres aujourd'hui. 160 mètres, c'est le double de l'envergure d'un Airbus A380. Faut vraiment s'imaginer ça. Des pales 2 fois plus longues que les ailes du plus gros avion de ligne du monde. Cette échelle, elle est juste démesurée, mais elle est essentielle pour comprendre l'énorme quantité d'énergie qu'on essaye de capter. Ok, on a vu la taille, on a vu la croissance, maintenant il est temps d'ouvrir la bête. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce géant. Tout le mécanisme essentiel, il est là-haut, perché à des dizaines de mètres du sol, dans ce qu'on appelle la nacelle. C'est un peu le cerveau et le cœur de l'éolienne. Dedans, on trouve les 3 pièces maîtresses. Le rotor, qui est entraîné par les pales, une boîte de vitesse, un multiplicateur en fait, et bien sûr le générateur. C'est ni plus ni moins qu'une petite usine, mais une usine perchée dans le ciel. Alors, le processus en lui-même, il est d'une logique implacable. C'est presque simple. Étape 1, le vent fait tourner les pales. Étape 2, les pales entraînent le rotor, c'est de l'énergie mécanique pure. Étape 3, ce rotor fait tourner un générateur qui génère de l'électricité. Et enfin, étape 4, un transformateur adapte cette électricité pour qu'elle puisse être envoyée sur le réseau. Voilà. En apparence, c'est tout simple. Mais la physique qui se cache derrière chaque étape, c'est là que ça devient passionnant. Et justement, en parlant de physique passionnante, on va maintenant zoomer sur la pièce maîtresse, l'élément le plus important, le plus critique et franchement le plus génial d'un point de vue scientifique, la pale. Parce que, regardez bien leur forme, ça ne rappelle rien, c'est exactement le même profil qu'une aile d'avion. Et ce n'est pas un hasard évidemment. La question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'une éolienne a en commun avec un avion? La réponse, elle est dans un principe fondamental de l'aéronautique. Et là, attention, parce que c'est sans doute le point le plus contre-intuitif. On a tous tendance à penser que le vent pousse les pales, comme on soufflerait sur un petit moulin en papier. Eh bien non. En réalité, le vent aspire les pales. C'est le même phénomène qui permet à un avion de décoller, la portance. À cause de la forme bombée sur le dessus, l'air qui passe au-dessus de la pale doit aller plus vite que l'air qui passe en dessous. Qui dit plus de vitesse, dit moins de pression. On a donc une zone de basse pression au-dessus et de haute pression en dessous. Et hop, ce déséquilibre crée une force qui tire la pale et la fait tourner. Ok, donc ce phénomène de portance est super puissant. La question logique, c'est pourquoi on ne conçoit pas des pales parfaites qui capteraient 100% de l'énergie du vent? Eh bien parce que c'est impossible. Et ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de physique pure. Il y a une limite théorique infranchissable. Et cette limite, la voici. 59,3%, pas un dixième de plus. C'est un mur physique. Ça s'appelle la limite de Betz. Pensez-y une seconde. Pour qu'une éolienne tourne, il faut que le vent la traverse. S'il était possible de capter 100% de l'énergie du vent, ça voudrait dire que l'air, juste derrière les pales, n'aurait plus aucune vitesse. Il serait à l'arrêt complet. Et du coup, il formerait une sorte de mur d'air, un bouchon, qui empêcherait le vent suivant d'arriver. L'éolienne s'arrêterait, tout simplement. Le but du jeu pour les ingénieurs, c'est donc de s'approcher le plus possible de cette fameuse limite des 59,3%. Et pour ça, ils ont une astuce de design absolument géniale. Si on regarde une pale de près, on voit qu'elle est torsadée, elle est vrillée sur elle-même. Pourquoi? C'est simple, le bout de la pale va beaucoup plus vite que sa base. Cette torsion permet à chaque section de la pale d'avoir toujours l'angle parfait par rapport au vent qu'elle rencontre, et ça maximise la portance sur toute la longueur. Ok, on a bien compris comment la machine fonctionne. Maintenant, dézoomons un peu.
Parce que l'avenir de l'énergie éolienne, il ne se joue plus seulement sur la terre ferme, il se joue de plus en plus en large, en mer. Mais pourquoi aller se compliquer la vie à construire en mer? La réponse, elle tient en 3 mots: le vent, le vent et le vent. Au large, il n'y a pas d'obstacle. Le vent est donc beaucoup plus fort et surtout beaucoup plus constant. Le résultat est sans appel, une éolienne offshore à taille égale produit quasiment 2 fois plus d'électricité que sa cousine terrestre. Évidemment, construire en mer, c'est un défi d'ingénierie colossal. La grande question, c'est comment on ancre ces monstres au fond de l'océan. Grosso modo, il y a 2 grandes familles de solutions et tout dépend de la profondeur de l'eau. La première solution, c'est de planter l'éolienne directement dans le fond marin avec des fondations fixes. Mais ça ne marche que si l'eau n'est pas trop profonde. La vraie révolution, c'est l'éolien flottant. Là, l'éolienne est montée sur une énorme plateforme qui flotte, et cette plateforme est simplement ancrée au fond par des câbles. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on peut aller en haute mer, là où les fonds marins sont très profonds et où les vents sont les meilleurs. Et ça nous amène directement à la prochaine grande étape. L'avenir de l'éolien, il flotte littéralement au-dessus des vagues. Et pour se faire une idée des ambitions, il y a un chiffre à retenir. Le voici, 45 gigawatts. Qu'est-ce que ça représente 45 gigawatts? Eh bien, c'est l'objectif absolument énorme que la France s'est fixé pour sa capacité éolienne en mer d'ici 2050. C'est l'équivalent de la puissance de plusieurs dizaines de réacteurs nucléaires, une part très importante de la consommation électrique du pays. Alors, comment on y arrive? Comment on construit 45 gigawatts? La réponse, c'est ce chiffre. 50. 50. Comme le nombre de parcs éoliens en mer qu'il faudra construire et mettre en service pour atteindre cet objectif. On ne parle plus de quelques éoliennes isolées, on parle de construire une 50aine de véritables centrales électriques en pleine mer. C'est un projet industriel d'une ampleur inédite, et tout ça en moins de 3 décennies. Alors voilà, on est parti de la physique de la portance au niveau de la pale, on a vu la dure loi de la limite de Betz, et on arrive à des projets de plusieurs dizaines de gigawatts en mer. Toute l'histoire de l'éolien, c'est l'histoire de limites qu'on repousse sans cesse, ce qui pose une dernière question. Est-ce qu'il existe une limite? Pas une limite à la puissance du vent, qui est quasi infinie, mais une limite à notre propre ingéniosité pour la capter?